aux questions des différents enfants. Voilà. Je ne sais pas, docteur, si vous voulez dire un petit mot, quelque chose comme ça. Bonjour à tous, et je vous félicite d'être là et de prendre du temps pour apprendre comment fonctionne une démocratie et une commune. C'est un exercice intéressant et enrichissant pour votre avenir, et pour la commune, c'est aussi intéressant et enrichissant d'entendre ce que pensent les enfants d'une commune, parce que ils ont souvent d'excellentes idées, car l'âge ne fait pas l'excellence des idées. Voilà. Et je me réjouis d'entendre vos questions. Je vous avais présenté par téléphone et par mail le Conseil communal des enfants de Plombières, qui est composé de 21 enfants. Il y a 3 enfants qui sont élus par école, puisqu'il y a 7 écoles ou implantations sur le territoire de la commune. Donc l'enfant de 5e année est élu pour 2 ans et l'enfant de 6e année est élu pour 1 an. Donc ce qui fait 21 enfants. On a imité, si vous voulez, le conseil communal des adultes qui comprend aussi 21 conseillers communaux ici sur le territoire de la commune de Plombières. Et avec les enfants, on réalise toute une série de projets. Parce que quand ils ont posé leur acte de candidature, on leur demande chaque fois la motivation, ce qu'ils ont envie de réaliser. Évidemment, il y a des projets qu'on ne sait pas réaliser parce que nous n'avons que quelques mois de travail, si vous voulez, tandis qu'il y a d'autres dossiers qu'on sait initialiser, et puisqu'il y a des enfants qui ont un mandat de 2 ans, donc on peut continuer le projet l'année suivante. Et bon nombre de ces projets, donc on a édité, bientôt il y aura une plantation d'arbres, on a réalisé des panneaux pour remercier le personnel soignant dans les 3 maisons de repos qu'on a ici sur le territoire de la commune de Plombières. Et c'est une initiative qui a été bien vue et bien acceptée par les différentes directions des établissements. Voilà en quelques mots, docteur, la présentation de notre conseil communal des enfants. Bravo. C'est la parole à Samuel qui va vous poser, docteur, la première question. Expliquez-nous votre travail à l'hôpital. Donc moi, je suis médecin, puis j'ai fait une formation après mes 7 années de médecine. J'ai fait encore 6 années d'études pour obtenir 2 autres diplômes. Un diplôme d'anesthésiste, donc j'adore les enfants et les adultes aussi, et un diplôme de réanimateur, c'est-à-dire de médecin qui travaille aux soins intensifs. Aux soins intensifs, c'est l'endroit derrière l'hôpital et derrière les urgences où les malades les plus malades des urgences et de l'hôpital vont venir. Donc le critère pour pouvoir être admis aux soins intensifs, c'est d'avoir séjour en danger, c'est d'avoir un risque de mort imminente qui, si on ne fait pas quelque chose de médical, entraînera la mort de la personne dans les jours qui suivent. Donc j'ai les malades qui sont les plus malades qu'on puisse imaginer dans un hôpital. C'est un milieu un peu technique parce que souvent pour conserver la vie des gens, on met le corps au repos, c'est-à-dire qu'on les plonge dans le coma avec des médicaments. C'est pour ça que je suis anesthésiste aussi, parce que c'est mon travail d'anesthésiste, d'endormir les gens. Et puis quand ils sont endormis, on leur met des machines, parfois comme vous avez peut-être pu voir à la télé, on leur met un respirateur qui pousse l'air dans les poumons et qui renforce le poumon, qui fait que l'air et l'oxygène passent mieux que si on respirait avec juste ses poumons. Donc il faut vraiment que les poumons soient tellement abîmés que si on les laisse fonctionner naturellement, l'air ne passe plus, l'oxygène ne rentre plus dans la cellule et alors le corps meurt. Et donc ici en réanimation, c'est surtout ce poumon qu'on doit aider, mais on remplace aussi le rein, par exemple, par une machine à côté qui nettoie le sang, qui purifie le sang. On emploie toute une série de techniques comme ça pour remplacer des organes le temps que la maladie derrière guérisse et que l'organe refonctionne mieux. Donc dans le cadre du corona, par exemple, on peut avoir des poumons qui sont très abîmés par le corona et pendant 3-4 semaines, le poumon n'est plus capable de fonctionner. On le fait fonctionner avec la machine. Et quand le corona est parti du corps, que l'immunité l'a éliminé, alors à ce moment-là, on peut enlever la machine et le patient peut rentrer chez lui. Donc c'est ça le gros de mon travail, c'est d'arriver à faire
de faire en sorte que le patient passe le cap d'un épisode très difficile de sa vie. Donc, je fais un peu de tout là-bas. Hein. Je soutiens le cœur, le rein, le poumon. Donc, je suis un peu cardiologue, un peu pneumologue. C'est ça que j'aime bien dans ce métier de soins intensifs. C'est qu'on a une vision sur tous les organes. Donc, on a une très bonne connaissance de tout ce qui se passe à l'intérieur du corps. Et c'est un métier qui est très varié tous les jours. Et c'est ça qui m'amène du plaisir au travail. De un, c'est d'avoir des défis quotidiens sur tous les organes. L'autre chose, c'est d'arriver à sauver des vies. Hein. Moi, c'est pour ça que j'ai fait la médecine. C'était dans le but de sauver vraiment des vies. Merci, docteur. Je passe la parole à Adrien, si tu veux bien lire ta question. Combien de personnes travaillent dans votre service? Alors, ici, donc, je suis au Mont-Légia. Il y a 48 lits de soins intensifs. Donc, il y a 48 malades qu'on peut accueillir en période normale. Hein. Avec le corona, on est monté jusqu'à près de 80 malades à un moment donné, mais c'était exceptionnel. Normalement, on accueille 48 malades. Pour accueillir 48 malades, j'ai besoin d'une centaine d'infirmiers parce qu'ils doivent travailler le jour, la nuit, le samedi, le dimanche. Et donc, en gros, j'ai 25 infirmiers dans le service pour 48 malades, enfin 30 infirmiers pour 48 malades et par équipe, et 3 équipes, donc ça fait une centaine d'infirmiers qui travaillent dans l'équipe. Et pour ces 48 malades, j'ai aussi une quinzaine de médecins, on travaille avec une équipe de 15 médecins qui travaillent avec moi. Donc à côté de ça, qui est vraiment le centre du travail, les médecins et les infirmiers, j'ai besoin de toute une série de choses, de gens qui m'aident. J'ai 8 femmes d'ouvrage, j'ai un électricien, un menuisier, quelqu'un qui s'occupe de la logistique, donc des gens qui descendent et qui nous ramènent du matériel, qui commandent le matériel, des pharmaciens qui nous amènent des médicaments. Donc, grosso modo, il y a plus de 250 personnes qui travaillent rien que pour faire fonctionner mon service. Alors, ils ne sont pas tout le temps là, mais ils viennent aider par moment de manière à ce que ça tourne. Donc, c'est une vraie chaîne. Et s'il y a un des métiers qui est manquant, eh bien, ça peut entraîner un effet sur le malade. Si du jour au lendemain, je n'ai plus de dames pour nettoyer, je risque de donner des infections aux malades. Donc, chaque personne dans l'équipe est importante et on essaye de mettre en valeur toute cette chaîne. Et c'est vrai que pour le moment, les infirmiers, les médecins les soignants ont été mis en avant et je vous remercie pour les banderoles, etc. Mais si on n'avait pas tous ces gens autour de nous, je pense que notre métier serait beaucoup plus difficile à faire, voire impossible. Donc, on est énormément. Merci beaucoup. Elfie. Le personnel est-il suffisant? Alors, pour gérer les 48 lits, oui. Pour gérer les 48 lits, le personnel est suffisant sans problème. Par contre, avec le même personnel qui gère les 48 lits, on doit gérer 80 lits. Bien là, par contre, c'est la bérésine, hein, c'est difficile, on souffre beaucoup. On doit faire tous des heures supplémentaires, c'est ce qu'on a fait pendant les deux vagues. Hein. On bosse beaucoup plus que d'habitude. Pour tous les gens qui sont hautement qualifiés, donc on ne sait pas remplacer. Et sinon, on se fait aider par les autres services. Donc, par exemple, la dernière vague, pour avoir plus d'infirmières, je suis allé chercher les infirmières de salle d'opération et on a dû fermer les 3/4 des salles d'opération de mon hôpital pour que ces infirmières-là viennent s'occuper de mes patients de soins intensifs. Donc, la difficulté, c'est qu'à chaque fois qu'on dépasse nos murs, qu'on dépasse les lits, on doit faire arrêter toute une partie des autres soins. Donc, il y a des gens, par exemple, des personnes âgées qui avaient mal au genou, qui devaient normalement être opérées pour changer leur genou. Eh bien, on a reporté l'opération qui devait avoir au mois de novembre. Ils vont avoir ces opérations-là dans les prochains jours parce que les infirmières qui s'occupaient de la salle d'opération, je les ai pris pour chez moi. Donc, c'est ça qui rend les choses difficiles quand vous entendez parler de saturation des hôpitaux. Eh bien, c'est ça qui se passe, c'est que on doit sacrifier, entre guillemets, les soins de certains malades pour pouvoir s'occuper de ceux-là. Ça rend les choses beaucoup plus difficiles. Et en plus, c'est avec du personnel qui ne fait pas ça tous les jours. Donc, c'est comme si à vous, tout à coup, on vous demandait de faire quelque chose d'un peu différent tous les jours.
il y a un temps d'adaptation et ce temps d'adaptation, il entraîne quand même un certain danger pour les malades. Donc, on n'aime pas trop être dans cette situation où on doit déborder de nos murs parce que ça s'associe avec potentiellement des morts en plus. Hein. L'État belge a fait une analyse et montre qu'il y avait quand même 3% de gens qui sont morts en plus à chaque fois qu'on a dû déborder des murs. Malheureusement, c'est parce qu'on ne sait pas faire tomber du personnel rodé, qualifié des plafonds. On doit prendre des gens d'autres équipes qui sont un peu moins habitués à faire ce métier. Les soins intensifs, gérer toutes ces machines, c'est quand même quelque chose de très spécifique. C'est loin de l'infirmière de pédiatrie qui vient remplacer simplement le Baxter qui coule à côté de vous. Donc c'est très technique et c'est très difficile de rester au goût du jour. Il faut vraiment travailler tous les jours dans le service pour être bon. Amy, tu veux bien poser ta question? Y a-t-il des effets secondaires sur l'anesthésie? Ah bah oui. Donc le premier effet secondaire, c'est qu'on peut avoir des petits oublis, des troubles de la mémoire. Donc on sait que quand on a endormi quelqu'un, un enfant ou un adulte, dans les 3 semaines qui suivent l'anesthésie, il est plus distrait, il a des troubles de la mémoire à court terme, il oublie ses clés, il oublie son sac, il oublie ses tartines, tout ça arrive après les anesthésies. Ça, c'est pour des anesthésies de courte durée. Alors, le problème des anesthésies de longue durée, comme aux soins intensifs, moi, un patient avec le coronavirus, je l'endors pendant 3 semaines entières. Ces patients-là, pendant 3 semaines, ils ne marchent plus, ils ne courent plus, ils ne bougent plus les membres et donc ils perdent le muscle, tous leurs muscles fondent. Et au bout de 3 semaines, quand je dois les remettre debout et les faire marcher, ils n'ont même plus la force, le muscle assez que pour pouvoir marcher. Donc, un des effets secondaires sérieux que les patients de coronavirus ont à cause du fait qu'on les a bloqués au lit en coma, c'est qu'ils doivent réapprendre tous les gestes de la vie courante, marcher, etc. Ils ne savent plus le faire. Alors, si à votre âge, vous, pendant 3 semaines, vous restez sur la tablette à ne pas marcher, vous allez vite refaire du muscle. Mais à 80 ans, la volonté de courir, de jouer, etc. n'est plus la même. Et donc, c'est beaucoup plus difficile pour quelqu'un d'âgé de récupérer de la masse musculaire. Donc ça, c'est l'effet secondaire principal de l'anesthésie aux soins intensifs. Pour les anesthésies, comme je disais, de courte durée dans une opération, ça n'arrive pas, mais on a juste des petits oublis, c'est tout. Parce que l'anesthésie, maintenant, est très sûre. Le risque de faire un problème dans l'anesthésie est inférieur à 1 sur 1 million, c'est-à-dire que vous prendrez plus de risques le jour d'une anesthésie à faire 30 minutes d'autoroute en voiture, parce que là, votre risque d'avoir un accident est plus grand que 1 sur 1 million, que le risque que vous prenez au moment d'être endormi. Mais les gens ont plus peur de l'anesthésie que du chemin en voiture. C'est normal, c'est la même chose en avion. On a beau vous dire que l'avion, c'est plus sûr que la voiture, on a quand même tous la trouille quand ça décolle. Merci beaucoup. Fanny, ta question, s'il te plaît. Après avoir été malade, avez-vous complètement récupéré? J'ai l'impression, pas tout à fait. Donc pour le moment, j'ai encore, quand je fais de l'effort, que je vais faire un jogging, je suis plus vite essoufflé qu'avant. Un peu plus, mais c'est pas beaucoup. Et quand j'étais malade, j'ai quand même perdu 7 kilos de muscles et j'ai pas repris les muscles que j'ai perdus. J'ai repris du gras à la place, j'ai grossi. Et donc, c'est peut-être bêtement à cause de ça que je suis un peu plus essoufflé. Donc, il faudra voir quand j'aurai repris mes muscles, que j'aurai terminé ma musculation que je fais depuis que j'ai été malade, si c'est toujours le cas. Donc, pour le moment, en tout cas, je me sens encore un peu plus essoufflé qu'avant. Merci. Lionel. Êtes-vous très fatigué par votre travail? Alors, c'est un travail très prenant. Hein. Il est régulier que je travaille 80 heures semaine et je veux dire, il y a des semaines normales, c'est aux alentours de 50-60 heures semaine de travail. Donc, je suis beaucoup de temps à l'hôpital avant le corona et autant pendant le corona. Mes collègues m'aident beaucoup. Comme je vous dis, on est une équipe et donc, à part quelques semaines un peu particulières, mais sinon, en général, je n'ai pas eu le sentiment d'avoir
d'avoir été plus fatigué pendant les périodes de pic de corona qu'en dehors des périodes de pic de corona. J'ai quand même énormément de travail et donc ça ne change pas beaucoup. Mais bon, je cumule des fonctions. J'ai été chef du service, j'ai président du conseil médical de l'hôpital, médecin, et donc tout ce cumul-là fait que j'ai toujours pris beaucoup de travail. J'ai promis de réduire après ça pour mes enfants. J'ai des enfants de 9 et 10 ans, donc ils en ont un peu marre de me voir plus à la télé qu'en vrai à la maison, donc je vais réduire pour eux, je m'y suis engagé. Merci. Camille, ta question, s'il te plaît. Pourquoi l'appelle-t-on Covid-19? Pourquoi 19? Alors, c'est tout bête en fait. Hein. Co, c'est coronavirus. Co, c'est corona. Vi, c'est virus. Et D, de Covid, c'est disease. Disease en anglais, ça veut dire maladie. Donc, ça veut dire maladie à coronavirus. Et 19, parce qu'en fait, le premier cas, c'est début décembre en 2019. C'est le premier cas qui a été décrit dans la littérature médicale, donc dans les livres de médecine. Le premier médecin qui a écrit à l'ensemble du monde pour dire « Tiens, j'ai un truc là, c'est un truc nouveau, je ne le connais pas, une maladie nouvelle », eh bien, c'était en décembre 2019. Donc, on l'a dit, c'est la maladie du coronavirus de 2019. Maladie, coronavirus 2019, Covid-19. Voilà d'où ça vient, c'est tout simple. Merci beaucoup. Tim, s'il te plaît. Savons-nous exactement comment est apparu le virus? Alors on ne sait pas, et à mon avis on ne le saura jamais. On sait que les coronavirus en général, pas celui-ci mais tous les autres, sont très fréquents chez les animaux. Donc les vétérinaires par exemple, ils traitent des épidémies de coronavirus, mais pas de celui-là, tous les ans. Il y a, de mémoire, un ami vétérinaire m'a dit qu'il y a au moins 19 coronavirus différents qui se baladent en Belgique, chez les animaux de compagnie et dans les animaux de ferme. Parce qu'il y en a aussi beaucoup chez les porcs, entre autres. Mais ils ne vont pas chez l'humain. D'habitude, ils restent chez le porc. Ici, il y a quelque chose qui a fait que des coronavirus se sont mélangés et ont décidé d'aller chez l'humain. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont muté et qu'ils sont allés chez l'humain? Il y a plusieurs théories. Une des théories, c'est qu'on a mélangé des coronavirus d'espèces animales différentes et que ces espèces animales différentes, qui normalement ne sont pas l'une avec les autres, ont créé un mutant qui était un peu différent et pas allé chez l'humain. D'autres disent que c'est un laboratoire secret chinois qui l'a créé. C'est possible aussi, mais on n'en sait rien en fait. De toute façon, que ce soit l'un ou l'autre, le résultat est le même. Il est parti, il s'est échappé et il est là. La seule chose qu'on va gagner en sachant d'où il est parti, c'est d'éviter qu'il y en ait un nouveau qui reparte l'an prochain. Donc, il y a quand même des gens de l'Organisation mondiale de la santé, de l'OMS, qui sont partis fin décembre étudier en Chine pour enquêter et essayer de trouver l'origine. Mais il est possible qu'on ne le trouve jamais. Si on ne le trouve jamais, ce n'est pas grave. Il y a deux choses à faire. La première chose, c'est d'augmenter la sécurité dans tous les laboratoires qui manipulent des virus à travers le monde. Ça, c'est la première chose qu'il faudra faire et qui est en cours. Et la deuxième chose, c'est d'éviter des rassemblements d'animaux très différents dans des endroits concentrés, c'est-à-dire d'éviter l'élevage de masse. On a vu avec des visons, par exemple au Danemark, qui sont des petits animaux, que quand on les met trop les uns sur les autres, on redéclenche des épidémies. Donc peut-être qu'il faut revenir à une agriculture un peu moins massive et un peu plus une agriculture raisonnée, comme on fait dans ce pays et comme on fait d'ailleurs à Plombières, où il y a des éleveurs de taille raisonnable. Et c'est peut-être ça l'avenir de l'agriculture, si on veut une agriculture durable aussi en termes de risque viral. Zoé, s'il te plaît. Quelle est la différence entre un virus et une bactérie? Alors, ça fait partie de la grande famille des microbes. Les microbes, c'est tout ce qui est minuscule qu'on ne voit pas. C'est encore plus petit que vous, les microbes. Alors, dans les microbes, dans ce qui est minuscule, il y a différentes familles de choses vivantes. Il y a des bactéries. Les bactéries, c'est vraiment des vivants à part entière. C'est une cellule unique qui a un noyau et l'ensemble de la cellule, comme toutes les cellules que nous avons dans notre corps. Ça se multiplie seul, c'est-à-dire que si vous lui donnez à manger et à boire, la bactérie, elle va se multiplier, elle va se reproduire et elle va augmenter de taille.
enfin de nombre, hein, c'est ce qui arrive. Ça, c'est un microbe. Un virus, c'est en fait une partie seulement du vivant. C'est probablement dérivé d'une partie des microbes ou des cellules vivantes. C'est uniquement le contenu interne. Et là, ça ne sait pas vivre tout seul. Si vous lancez à des virus du sucre et de l'eau, le virus, il ne va pas se multiplier. Le virus, c'est un parasite qui doit aller dans vos cellules et il prend tout ce qui à l'intérieur de vos cellules vous permet de fabriquer des choses et il les utilise pour lui se multiplier et pour en faire des copies. Donc en fait, c'est juste quelque chose, ça rentre dans votre cellule et puis ça utilise tout l'intérieur de votre cellule pour se copier en plein de fois. Et puis quand ça s'est copié en plein de fois, c'est transmis à d'autres. Donc ça n'est pas intelligent. Un virus, un microbe, par exemple, il peut encore s'adapter et réagir aux conditions. Le virus ne sait pas réagir. Le seul moyen qu'il a de réagir, c'est qu'au fil des contaminations, quand il vient dans une cellule pour se reproduire, pour créer des copies de lui, eh bien parfois la cellule humaine se trompe et fait des copies en oubliant un morceau de la copie. Le dessin n'est pas tout à fait le même. Et c'est ce qu'on appelle un variant. C'est juste que le dessin n'est pas tout à fait le même. Et ce dessin-là, parfois, cette nouvelle copie, qui va aller ailleurs chez un autre humain, si vous parlez à un autre humain et que vous le contaminez en lui parlant, cette copie-là peut alors se disséminer et créer comme ça une série de variants qui sont des copies un peu différentes. À peu près chaque humain qui est contaminé peut aller jusqu'à faire des copies, donc des variants. Pour le moment, dans le monde, il y en a, on a dépassé, on est presque à 2000 variants différents. On ne parle que d'un ou deux variants parce que simplement, il y en a qui se diffusent plus que d'autres. Tous les autres, ça ne change rien qu'ils soient là. On s'en fout, c'est juste, ils ont les yeux bleus ou les yeux marrons, ça ne change rien. Mais il y en a certains qui sont problématiques parce que le fait d'avoir changé la copie font qu'ils arrivent à être encore plus contagieux, c'est-à-dire qu'ils arrivent à beaucoup plus passer d'une personne à l'autre. Donc ça c'est le principe du virus. Et donc un virus, c'est inerte. S'il est là dans la nature, vous pouvez le laisser 10 000 ans, il ne va rien se passer. Si vous laissez une bactérie avec du sucre, elle va pousser. C'est la même chose. Il y a une autre espèce aussi de microbes qui sont les champignons, les mycoses. Elles aussi, si vous donnez à manger et à boire, vous allez voir les champignons grossir. Laissez dans votre boîte à tartines une tartine pendant quelques semaines et vous comprendrez que, contrairement à un virus, il y a des trucs qui poussent là. Si vous laissez un virus dans votre pâte à tartine, rien ne va se passer. Donc c'est la grande différence entre les microbes et les virus. L'autre différence, c'est que contre les microbes, on a des antibiotiques. On sait tuer avec des médicaments les bactéries. Donc on sait presque toutes les bactéries, on a des antibiotiques qui peuvent les éliminer. Donc ce n'est pas un problème pour nous. Quand quelqu'un a une maladie infectieuse, on lui donne des antibiotiques contre une bactérie et ça marche. Ici, on n'a pas d'antiviral, on n'a pas de médicament qui peut tuer le virus. Et c'est toute la difficulté de cette maladie-ci. On est du coup obligé de trouver un système qui va empêcher le virus de rentrer en nous et non pas de le faire partir une fois qu'il est à l'intérieur. Le truc qui empêche le virus d'entrer en nous, c'est le vaccin. Et donc, il faut absolument l'avoir pris avant que le virus soit à l'intérieur, parce qu'une fois qu'il est à l'intérieur, ça ne sert à rien de prendre le vaccin. Donc c'est ça qui fait que le grand espoir de la médecine aujourd'hui, c'est ce vaccin, puisque les autres traitements, ils n'ont pas réussi à nous débarrasser de ce virus. Lévi, tu veux bien poser ta question, s'il te plaît? Est-ce possible qu'ici quelques années, il y aura de nouveaux virus? Alors ben oui, malheureusement oui. On a toute une série, comme je disais, en médecine vétérinaire, il y a toute une série de virus qui sont là, qui normalement ne s'attaquent pas à l'homme, mais qui pourraient à un moment donné, par une mutation, décider de s'attaquer à l'homme. Ça a été le cas avec le coronavirus, le fameux virus du sida, c'est la même chose. Le sida, il existait bien avant d'être chez l'homme, chez le singe, et il existait aussi chez d'autres animaux. Hein. Il y a le sida du chat, on vous en a peut-être déjà parlé. Et donc, il y a des risques que d'autres maladies venant d'animaux reviennent chez l'homme aussi dans les prochaines années. Alors, le risque est faible. Hein. La dernière épidémie sévère que nous avons eue d'une aussi grande gravité que le coronavirus, c'est en 1918, presque 100 ans. C'était une grippe un peu différente. Et donc, ce n'est pas l'an prochain qu'on aura un nouveau virus. Par contre, vous, enfants,
que vous puissiez dans votre existence d'humain, où vous allez probablement vivre largement plus que moi, vous allez probablement vivre tous jusque 100 ans ou presque, vous risquez d'avoir un nouveau virus. La manière d'éviter que vous n'ayez un nouveau virus dans les 100 prochaines années, c'est d'avoir une réflexion sur notre relation à la nature et d'avoir une réflexion sur voilà, les cultures de masse et les grands mouvements de société. Donc probablement que vous, dans les années à venir, vous allez avoir ce genre de débat. Si vous décidez de faire de la politique plus tard, je ne doute pas que vous aurez ce genre de débat dans une vingtaine d'années et ces réflexions vont devoir arriver. Qu'on soit, je veux dire, pro-écologie ou pas, tout système a une limite et à un moment donné, il faut réfléchir à là où on met la limite. Ce n'est pas une question d'être pro-nature ou anti-nature. Simplement, on doit apprendre à vivre et correctement avec tout ce qu'on a autour de nous, les gens, mais aussi la nature qui est autour de nous. Ça, c'est un rôle du politique. Donc, les gens qui sont dans votre commune, ça fait partie de leur travail. Merci. Yanis, tu veux bien poser ta question, s'il te plaît? Est-ce vrai qu'une personne qui a déjà été contaminée ne pourrait plus être malade? Alors, 3% des contaminés, pour le moment, sont retombés malades. À 3%, c'est pas beaucoup, 3 personnes sur 100, hein, ça veut dire quand même que 97 personnes sur 100, une fois qu'elles sont malades, elles sont plus tombées malades. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. J'ai quand même peu de chances de deuxième fois malade. Mais ça, c'est vrai avec le recul qu'on a, c'est-à-dire que ça fait 1 an qu'il est là. Donc on peut juste dire que 1 an après être tombé malade, on a 3% de chance de ne pas le refaire une deuxième fois. Est-ce que c'est vrai pour 10 ans? Ben ça, on n'en a aucune idée. Il faut qu'on attende et dans 9 ans, on vous donnera la réponse. En attendant, il y aura des gens qui ont été malades. Donc, le seul moyen d'être sûr que vous ne risquez rien pour les années qui suivent sans être vous-même le cobaye qui va permettre de dire si on le rattrape ou pas, ben c'est la vaccination. C'est pour ça que même les gens qui l'ont fait comme moi il y a presque 1 an, eh bien, quand ils ont, enfin, ceux qui veulent, en tout cas, quand ils ont la possibilité, ils pourront aller se faire vacciner. Ben moi, hop, voilà, j'ai été vacciné ce matin. Donc, voilà, ça ne m'a pas fait mal d'ailleurs, ceci dit en passant. Donc, et je ne suis pas mort, regardez, je suis là. Mais donc, c'est pour ça que j'ai quand même fait le vaccin, c'est parce que je n'ai pas envie de jouer à essayer de voir si, au bout de quelques mois, années, on peut à nouveau être malade ou pas. Je laisse les autres prendre ce risque. Merci. Louis, tu veux bien poser Pourquoi certaines personnes sont-elles plus malades que d'autres? Ah ben ça, c'est la question à 100 points. Il y a plein de recherches là-dessus. Parce que si on pouvait savoir à l'avance qui va faire une forme très grave et qui ne la fera pas, ben ça nous permettrait de mieux protéger ceux qui sont à risque de faire une très grave. Ça nous permettrait de les vacciner en priorité. Mais aujourd'hui, on ne le sait pas. On a des idées. On sait que quand on est trop gros, par exemple, eh bien, on a beaucoup plus de risques de faire une forme grave. Quand on est très âgé, on a beaucoup plus de risques de faire une forme grave. Quand on a certaines maladies, comme du diabète ou de l'hypertension, on a plus de risques d'être une forme grave. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des familles où tout le monde est très malade et des familles où personne n'est très malade. Ça, c'est lié à la génétique. Donc, on sait qu'on a 106 gènes, mais donc des marqueurs à l'intérieur de nous qu'on a attrapés de nos parents qui font qu'on réagit moins bien à cette maladie. Mais pour le moment, on ne peut pas encore faire un test où avec une prise de sang, on peut dire à l'avance « Ah ben vous, vaut mieux pas l'avoir » ou « Vous pouvez l'avoir, il n'y a pas de souci ». C'est aussi, la recherche est en cours là aussi sur ça, mais je crains que le temps qu'elle arrive, on sera tous vaccinés. Merci. Lilou, si tu veux bien poser ta question. Le personnel soignant de votre hôpital a-t-il été fort touché par la maladie? Alors, on a été touché à plusieurs raisons. Il y a eu des malades. Hein, on a eu jusqu'à 8%, donc une personne sur 10 à peu près qui est tombée malade chez nous. Heureusement, on n'a pas eu de mort dans le personnel, comme on est tous plus ou moins jeunes hein, pour travailler et en bonne santé. Ben, on n'a pas eu de décès, mais on a eu quand même quelques personnes qui ont dû être hospitalisées. Donc, on se retrouve avec des collègues qui d'habitude soignent avec nous, qu'on soignait dans nos lits. C'est un peu spécial. Mais voilà, on les a soignés. Et alors, des gens qui ont été touchés psychologiquement, c'est-à-dire que
ici, avoir tellement de malades à soigner d'un coup, des gens qui ont très peur, quand même des gens qui sont malheureusement morts. Et donc, accompagner tout ça, c'est quelque chose qu'on fait en médecine tout le temps, mais ici, c'est arrivé multiplié par 10. Donc, un hôpital de la taille du mien, il y a une personne qui meurt par jour dans l'hôpital normalement. Là, on avait 10 personnes par jour qui mouraient. Donc, quand la même infirmière ou le même médecin a 8 personnes qui meurent dans ses bras sur une journée, moralement, au niveau pour rentrer chez soi sans pleurer, c'est difficile. Donc là, ça a été très dur, mais plutôt moralement. C'est-à-dire qu'on est nombreux à avoir pleuré en rentrant de nos journées de travail, parce que c'était dur humainement. Heureusement, ben voilà, moi j'ai mes 2 petits enfants qui comprennent, à qui j'ai expliqué les choses et ils comprenaient parfois pourquoi papa parfois pleurait et donc il n'y avait pas de problème. Et ils m'ont aidé, ils m'ont fait des bisous et voilà. Mais donc c'est pour ça que c'était très important et donc je vous remercie de l'avoir fait aussi pour le personnel soignant. Toutes ces banderoles de soutien, bah, ça aide quand même quand vous avez vécu une journée comme ça. C'est quand même une grande aide de savoir qu'il y a des gens qui pensent à vous. Donc voilà, c'est super ce que vous avez fait. Merci beaucoup. Nous arrivons maintenant à un chapitre qui concerne le vaccin. Alors, Boris, tu veux bien poser ta question, s'il te plaît? Combien de vaccins seront à notre disposition? Ben, on espère suffisamment pour vacciner toute la Belgique. Donc, il y a 11 500 000 Belges. Vous avez entendu, il faut 2 doses. Donc, 11 500 000 fois 2, ben, il faut donc 23 millions de doses pour nous vacciner. La Belgique a commandé 30 millions de doses. Donc, il y a de quoi vacciner tout le monde. Bon, ben, tout le monde ne voudra pas se vacciner. Hein, et puis, tout le monde n'a peut-être pas besoin d'être vacciné aussi. Il y a, voilà, vous les enfants, le risque d'avoir un problème avec le coronavirus, il est très, 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 très faible. Il est plus faible que le risque d'avoir un problème avec la grippe. Hein. Donc, pour vous protéger, vous, est-ce qu'il faut vous vacciner? Ben, peut-être pas. Hein. Maintenant, peut-être que pour éviter de transmettre la maladie à votre grand-père, votre arrière-grand-père, à un moment donné, il faudra peut-être y penser. Mais peut-être qu'en vaccinant tout le reste de la population, ça suffira et qu'il n'y aura pas besoin de vacciner les enfants. Donc, pour le moment, on ne vaccine pas les enfants et il est possible qu'on ne vaccine jamais les enfants. Mais ce n'est pas parce qu'on est méchant avec vous, c'est juste parce que ça ne sert à rien chez vous. Mais donc, il y aura assez, vraiment largement assez pour vacciner toute la Belgique. Et on espère avoir vacciné toute la Belgique pour le mois d'août. Donc, on pourrait avoir un super hiver prochain avec tout le monde protégé. Yanis, tu veux bien poser ta question, s'il te plaît? En tant qu'enfant, devons-nous nous faire vacciner? Ben voilà, désolé, je ne savais pas que ça allait être ta question, mais voilà, pour le moment, donc de toute façon, le vaccin, il n'a pas été testé sur les enfants de moins de 16 ans. Donc, pour le moment, on ne peut pas, ce n'est pas autorisé de vacciner les moins de 16 ans. Il y a pour le moment des études, on est en train aux États-Unis de vacciner des enfants pour voir si ça marche chez les enfants et si c'est la même chose. Le but de ces études, c'est de pouvoir vacciner des enfants très malades le plus rapidement possible. Donc, il y a des enfants qui ont des problèmes immunitaires, qui ne savent pas bien se défendre contre le virus, parce qu'ils ont certaines maladies graves, comme des leucémies. Ces enfants-là, peut-être que ça vaudrait la peine de les vacciner, et donc c'est pour eux qu'on fait cette recherche. Si la recherche dit que c'est bon, qu'on peut les vacciner, c'est eux qu'on vaccinera. Et si à un moment donné, on voit que pour contrôler l'épidémie, quand on a vacciné tous les adultes, malgré ça, on n'arrive toujours pas à contrôler ce satané corona, peut-être qu'on commencera à vacciner aussi les enfants. Mais donc, ça, ce seront des décisions qui seront prises, à mon avis, après l'été. Et je vous dis, de toute façon, si c'est pris, ce sera plus pour protéger vos grands-parents que pour vous protéger vous-même. Ce sera pour une fois, ce vaccin-là, il servira à faire un geste pour ceux qu'on aime. Alors, la bonne nouvelle, je vous le dis, mais vraiment sérieusement, moi j'ai la trouille bleue des piqûres, je déteste ça. J'aime bien piquer les autres, ça j'aime bien, mais piquer moi, j'aime pas du tout. Et là, je ne l'ai pas senti, donc je suis super content. Alexis, si tu veux bien. Y a-t-il des effets secondaires au vaccin? Y a-t-il un risque d'avoir une autre maladie en se faisant vacciner?
Alors, les effets secondaires, c'est un grand débat, hein, et comme tout ce qui est nouveau, on a toujours peur de tout, hein. Ça va peut-être vous faire rire, mais moi, quand j'étais plus jeune, on m'a dit qu'il ne fallait absolument jamais acheter de sa vie un four à micro-ondes dans sa maison parce qu'on allait attraper le cancer avec le four à micro-ondes. C'est quand il était nouveau. On a dit la même chose sur les voitures quand les voitures sont arrivées, qu'on allait attraper aussi des maladies en allant dans les voitures. Avec tout ce qui est nouveau, on a toujours inventé des maladies. La réalité, c'est que les vaccins ici n'apportent pas plus d'effets secondaires que les autres vaccins qu'on utilise, c'est-à-dire que le but d'un vaccin, c'est d'entraîner une réaction immunitaire du corps, c'est-à-dire que le corps détecte le vaccin et combatte l'intérieur du vaccin. Et donc les réactions secondaires qu'on a, c'est surtout des réactions qui sont liées au combat que l'immunité fait contre ce vaccin. Mais c'est le but, c'est ça qu'on lui demande. Et donc, après un vaccin, on peut avoir un petit peu de fièvre, 38, on peut avoir un peu mal au bras parce que le corps est en train de battre, de s'attaquer au corps étranger qui est dans votre bras. On peut avoir ce genre de réaction. Donc ça, c'est des réactions qu'on dit immédiates. Certains peuvent faire une allergie au vaccin. Là, c'est exceptionnel, c'est 1 sur 100 000 personnes. Ça veut dire que sur toute la province de Liège, vous allez avoir 10 personnes qui vont faire une réaction grave. Donc, c'est quand même pas énorme. Ça, c'est les réactions immédiates. Alors, on parle aussi de réactions à long terme, c'est-à-dire des choses qu'on ferait plusieurs années après le vaccin. Là, comme on a commencé à injecter les vaccins à des gens il y a environ 8 mois, 9 mois maintenant, les premiers, c'est difficile de dire ce qui va se passer dans 10 ans quand on a 8 mois de recul. C'est la même chose que sur l'immunité contre le coronavirus. Cependant, on connaît bien les produits, si vous voulez, qu'on injecte, chacun pris séparément. Donc que ce soit l'ARN, les nanoparticules lipidiques, donc les contenus, ça fait longtemps qu'on a injecté ces trucs-là de manière séparée à des gens et à des animaux aussi. Donc le vaccin ARN, par exemple, en médecine vétérinaire, chez les porcs, c'est utilisé dans un vaccin depuis plusieurs années sur des millions de porcs. Et on n'a jamais eu aucune réaction. Donc on a quand même du recul sur tous ces produits-là, mais pas quand on mélange le tout. Scientifiquement, au niveau de la biologie, il n'y a aucune raison de penser que ces vaccins vont avoir des effets à long terme. Alors, on peut faire plein de fantasmes, mais c'est presque impossible. Un exemple, simplement, l'ARN, qui est un des composants du vaccin qui fait peur à certains, lorsqu'il est à 37 degrés, son temps de survie avant qu'il ne soit détruit naturellement est de quelques minutes. C'est pour ça qu'il faut le mettre dans des frigos à moins 80. C'est parce qu'en fait, il ne tient pas le coup. Et donc, imaginez qu'il va rester, qu'il va circuler pendant des jours et des jours et des jours et des jours à l'intérieur de vous. Mais c'est totalement... Si c'était le cas, il n'y aurait même pas besoin de mettre le vaccin dans des frigos. Donc, voilà. Il y a toute une série de fantasmes qui sont liés à des choses qui sont impossibles. Maintenant, la difficulté, c'est que lorsqu'on pose la question au fabricant, lui, il répond juste, on n'a pas de recul. Il ne peut pas faire une autre réponse parce que les scientifiques, on est toujours extrêmement prudents. C'est-à-dire que s'il y a une chance sur 1000 milliards que quelque chose arrive, eh bien nous, on ne peut pas dire ça n'arrive jamais, si ça arrive une fois sur 1000 milliards. Mais probablement que le risque d'avoir des effets secondaires d'un virus ARN est probablement le même que le risque d'avoir une météorite qui tombe sur sa maison. Mais personne ne pourra vous dire qu'il n'y a aucun risque. Et c'est pour ça que vous voyez qu'il y a beaucoup de débats là-dessus, mais je vous dis, moi je l'ai fait pour moi et je le ferai pour le reste de ma famille sans aucune crainte, particulièrement ce vaccin ARN qui est probablement la manière dont nous allons vacciner vos enfants. Je pense qu'à terme, ce vaccin est tellement une vraie révolution en médecine qui va probablement être utile pour vos enfants et les enfants de vos enfants, que c'est probablement une des manières de mieux se protéger contre tout ce qui pourrait nous arriver dans l'avenir et de ne plus avoir à revivre ces sales lockdowns, ce masque, toutes ces choses qui nous embêtent. Probablement que c'est la solution d'avenir parce que ces choses peuvent être fabriquées en très peu de temps. Paul, tu veux bien? Quand on est vacciné, on est immunisé pour combien de temps? Alors la première chose, c'est qu'il faut du temps pour que le corps s'immunise contre le vaccin. Donc les 10 jours après avoir été vacciné, c'est comme si on ne vous avait pas injecté de vaccin.
Donc, vous allez probablement voir dans les journaux, dans la presse, des gens qui comprennent rien au vaccin et qui vont dire « Ah, ma grand-mère a été vaccinée hier et aujourd'hui, elle a attrapé le coronavirus, le vaccin ne marche pas. » Ben, ce n'est pas possible. Ça met 10 jours à commencer à agir. Au bout de 10 jours, ça commence à agir et ce n'est qu'au bout de la deuxième dose, pardon, de 10 jours après la deuxième dose, que là, vous êtes totalement protégé. Donc, la deuxième dose ici, c'est au 21e jour. Donc, ça veut dire que moi qui ai fait mon injection aujourd'hui, ce ne sera que le 31 février que je serai totalement protégé par le vaccin que j'ai pris. Donc, en attendant, j'ai le temps de me choper 3 fois le corona. Mais voilà, il ne faut pas croire que c'est parce que le vaccin ne marche pas, c'est juste parce qu'il met un délai pour fonctionner. Après, combien de temps il va durer? C'est un grand débat, ça. On est sûr et certain qu'on est protégé pour au moins 1 an. Donc, peut-être qu'il faudra faire comme le vaccin de la grippe et tous les ans le refaire. Par contre, on pourrait être protégé toute la vie. Et donc, ma réponse est entre 1 an et toute la vie. Donc, c'est une grande échelle. De toute façon, vous avez vu, le virus, il a des variants. Et donc, peut-être qu'à un moment donné, il faudra peut-être refaire un vaccin pour un nouveau variant. Et donc, il est possible que l'an prochain, même si mon vaccin ici marche, je dois encore avoir un complément en plus pour un cousin du coronavirus. Qui aurait été une copie ratée, mais ratée qui était problématique. Donc, voilà, je n'exclus pas de devoir refaire donc, une vaccination l'année prochaine. On va, je vous dis, comme ça me fait pas mal, maintenant ça ne me dérange plus de refaire. Thomas, si tu veux bien. Comment saura-t-on qui est vacciné ou pas? Ah ben, moi, je sais que je suis vacciné. Voilà. Alors, quand je me suis fait vacciner, on m'a fait une petite carte de vaccination et on a mis la petite carte de vaccination dans mon dossier médical. Donc, maintenant, les médecins qui s'occupent de moi savent que je suis vacciné. À côté de ça aussi, on a introduit le fait que je sois vacciné dans un autre ordinateur qui suit les effets secondaires du vaccin. Donc, si je fais un problème un jour dans les prochains jours, on saura voir si je suis vacciné. Mais ça se limite à ça. Donc, pour le moment, il n'est pas question, pour des raisons de choix personnels, qu'on n'a peut-être pas envie de raconter à tout le monde qu'on est vacciné ou pas. Donc, le fait qu'on soit vacciné ou pas n'est pas transmis au bourgmestre, n'est pas transmis au roi, au Premier ministre, à la police, aux avions, à tous ces gens-là. Donc, ça reste votre choix qui est secret et il y a seul votre médecin et celui qui vous a vacciné est au courant que vous êtes vacciné. Maintenant, peut-être que demain, il y a certains pays qui vont demander à ce que vous prouviez que vous soyez vacciné pour aller dans ces pays-là. L'Australie, par exemple, est déjà en train de réfléchir à faire ça. Ben là, il faudra aller chez votre médecin qui vous a vacciné pour avoir la petite carte de vaccination, comme vous avez vous. Hein, vous avez tous une petite carte de vaccination et pouvoir montrer avec votre petite carte que vous êtes bien vacciné. Mais ce sera vous qui déciderez de montrer que vous êtes vacciné ou pas. Laurent, si tu veux bien. Combien de personnes doivent être vaccinées avant de pouvoir déconfiner? Alors là, c'est l'autre problème. Donc, si on reste dans la logique des déconfinements comme actuellement, ça dépend du nombre de places disponibles dans les hôpitaux et du nombre de lits occupés par des patients coronavirus. Ça, c'était la règle dans les 2 précédentes vagues. Et donc, ça veut dire que ça dépend un peu des gens vaccinés, mais ça dépend beaucoup du comportement des gens entre eux, de s'ils font des grandes fêtes ou s'ils font attention quand ils se voient. Évidemment, chaque fois que le vaccin, qu'on va protéger une personne de plus avec le vaccin, ben on va diminuer le risque de devoir. En fait, on va accélérer la vitesse à laquelle on va pouvoir déconfiner. Donc, mon espoir, c'est qu'on n'ait pas à attendre qu'il faille avoir un nombre de vaccinés de telle ou telle personne pour pouvoir déconfiner. C'est qu'on puisse le faire avant, simplement parce qu'on fait tous attention. Hein, et je vois bien que vous faites tous attention. Là, vous portez tous sagement le masque. Donc, voilà. Peut-être que ça va suffire à déconfiner. Maintenant, pour être sûr qu'on ne doive pas reconfiner après, qu'on n'ait pas de 3e vague, là, le vaccin va pouvoir aider. Et là, il y a un débat. Certains disent qu'une fois qu'on aura vacciné toutes les personnes à risque, c'est-à-dire
tous les gens de plus de 65 ans et aussi les gens de moins de 65 ans, mais qui ont des maladies que je vous ai dit au début, hein, comme d'être beaucoup trop gros, par exemple, des choses comme ça, peut-être que quand on a vacciné toutes ces personnes à risque-là, alors le risque de saturer les hôpitaux ne sera plus là et qu'on pourra reprendre une vie normale. Ça veut dire reprise de la vie normale au mois de mai. D'autres disent qu'il faudra probablement attendre qu'une très grande partie de la population ait été protégée. On parle de 7 personnes sur 10 à avoir reçu le vaccin. Quand on sait qu'il y a 2 enfants sur 10 en Belgique, ça veut dire qu'il faut que presque tous les adultes soient vaccinés. Et ça peut prendre du temps. Bon, le nombre de doses disponibles pour arriver à ça sera là en septembre. Mais est-ce que d'ici septembre, tous les adultes seront d'accord de se faire vacciner? Pour moi, ça, c'est pas gagné. Et donc, on va voir au mois de juin, quand on aura vacciné déjà la population à risque, si ça marche ou pas. Si on voit que ça marche, eh bien, ce sera définitivement terminé avec ce coronavirus. Si ça marche pas et qu'il faut vacciner tout le monde, eh bien là, par contre, ça va être beaucoup plus déprimant et beaucoup plus long. Et donc, tous les jours, je croise les doigts pour que la protection des personnes les plus à risque suffise, parce que sinon, ça va être un véritable casse-tête politique aussi, parce que c'est ce qu'on vit aujourd'hui, on est tous d'accord qu'on ne saurait pas le vivre pendant plusieurs années. Hein. Ce n'est pas... Moralement, personne ne va tenir le coup, hein, y compris moi. Hein. Quand je vous dis, quand j'ai des grosses journées, moi j'ai envie de voir des gens le soir. Hein. Alors je vois mes enfants, je suis content, mais j'aimerais bien de temps en temps pouvoir parler avec aussi mes amis adultes de ce que je vis. Et pour l'instant, je peux le faire par téléphone, mais c'est quand même autre chose quand on le fait voilà, autour d'un bon morceau de viande ou autre chose. Donc voilà. Lynn, pose ta question si tu veux bien. Faudra-t-il porter le masque après d'être vacciné? Alors, fort probablement non, mais on n'en est pas encore totalement certain. On doit attendre de voir si les gens qui sont vaccinés transmettent quand même la maladie, parce que tu peux très bien transmettre la maladie sans être malade. Hein. On voit dans cette maladie ici que des gens qui ne sont pas malades, qui sont comme toi et moi, peuvent quand même parfois donner la maladie à d'autres personnes. C'est malheureusement arrivé dans certaines familles. Peut-être que ça vous est arrivé dans une de vos familles où quelqu'un est tombé malade et l'a attrapé de quelqu'un qui n'était pas malade. Le vaccin pourrait créer plus de gens comme ça qui n'ont pas l'air malades mais qui transmettent quand même le virus. C'est peu probable. Je dirais qu'il y a 9 chances sur 10 que ce ne soit pas le cas, que quand on est vacciné, on puisse à la fois ne pas transmettre et à la fois ne pas être malade. Mais pour en être totalement certain, il faut attendre d'avoir vacciné plein de gens dans le monde et de voir ce qui se passe dans les zones où on a vacciné plein de gens. Alors, on a un endroit où on peut surveiller ça, c'est un pays qui s'appelle Israël. Donc, ceux qui ont cours de religion connaissent Israël. Dans ce pays-là, il y a déjà 1 personne sur 2 qui est vaccinée. Et donc, dans ce pays-là, dans les prochaines semaines, en fonction de ce qui va s'y passer, on va pouvoir dire si on est totalement protégé ou pas. Donc, pour te répondre de manière sûre et pas te dire 9 sur 10 à cette question-là, repose-la moi dans 1 mois et demi, 2 mois. Et là, avec certitude, je pourrais te dire si on doit encore porter le masque quand on est vacciné. Maintenant, ça va être difficile pour les policiers. Par exemple, s'il y a un endroit où on dit tout le monde doit porter le masque, qu'il y en a qui disent non, moi je suis vacciné, comment est-ce que le policier peut voir que vous êtes vacciné? C'est impossible. Donc à mon avis, on continuera à faire des règles un peu sossottes, de dire tant que tout le monde n'a pas eu l'accès à la vaccination, tout le monde met le masque ou personne ne met le masque. Donc voilà, ça va être un peu la période où il y a une partie qui va être vaccinée, l'autre pas, va être un peu difficile à gérer pour les communes, entre autres les bourgmestres, les gens qui gèrent les forces de l'ordre. Ça ne va pas être simple du tout. Parce que les gens vont se dire, si moi je suis protégé, pourquoi est-ce que vous m'embêtez avec votre règle absurde? Et donc je sens que ça va être encore un grand moment d'humanité que nous allons vivre dans nos communes. Samuel, si tu veux bien. D'après vous, quand le coronavirus disparaîtra-t-il? J'aurais préféré hier.
Mais bon, toi aussi, je suis sûr. Hein. Mais bon, c'est pas le cas. Je pense en fait que il ne disparaîtra jamais. Jamais, jamais, jamais. Il va rester là pendant longtemps. Les études scientifiques, sans vaccin, annonçaient qu'il pouvait disparaître, mais au minimum dans un délai de 5 années. Donc, ce n'est pas la bonne nouvelle. Donc, en fait, la réalité, c'est que je pense que dans les 3-4 prochaines années, on va soit être vacciné, soit l'attraper. Mais qu'il n'y a pas de gens qui vont ni l'avoir, ni ne pas être vaccinés. Les gens qui se disent, moi, je ne fais pas le vaccin et je n'aurai pas le coronavirus, ils doivent vite aller acheter un igloo au Groenland, parce que c'est le seul endroit où ils vont pouvoir être dans cette solution-là. Les autres, ils vont passer par l'un ou par l'autre. Une fois qu'ils l'auront fait une fois, si jamais on le refait une deuxième fois, fort probablement que ce sera beaucoup moins grave, un petit rhume. Et si on l'attrape en étant vacciné, si même le vaccin ne nous protège pas, le vaccin va quand même diminuer la réaction qu'on va faire à la maladie. Donc, à terme, s'il n'y avait pas eu de vaccin, ce coronavirus, il serait devenu un bête rhume comme vous faites tous les ans. Et ça ne vous pose pas de problème de faire des bêtes rhumes, moi non plus. Donc, et là, quand vous êtes enfant, quand le corona vient vous toucher, vous, enfant, vous avez, au pire, vous avez un rhume. Moi, mes enfants, ils ont tous les deux attrapé le corona quand je l'ai attrapé, parce que comme j'étais gentil, je l'ai donné à tout le monde chez moi. Eh bien, mes deux enfants, ils sont venus me dire « Ah, papa, ça me gratouille », ils étaient un peu rouges là. Et c'est tout. Ils n'ont même pas eu le nez bouché, rien du tout. Hein. Et voilà, et c'était passé. Ils avaient fait le corona. Donc, le corona n'est pas grave pour ceux qui ne sont pas dans les populations à risque. Donc, à partir du moment où on aura protégé les gens qui seront vaccinés, ben, que le corona soit encore là, ben, on s'en foutra. Ce ne sera pas dangereux pour vous, ce ne sera pas dangereux pour les populations non à risque, et les autres seront vaccinés. Donc, on pourra tous revivre normalement, même s'il est encore là. Merci. Adrien, si tu veux bien. Quelles sont les dernières découvertes par rapport à l'évolution du coronavirus? Les toutes dernières, c'est qu'on commence à s'interroger sur certains médicaments qui peut-être pourraient être pris en préventif, donc c'est-à-dire avant d'être malade, en attendant d'avoir le vaccin, pour éviter de faire une forme sévère. On parle de l'ivermectine, de la vitamine D, donc c'est des produits qu'il faudrait prendre avant de tomber malade pour éviter de faire une grosse réaction. On n'en est pas encore sûr, mais voilà, il y a des doutes, et en tout cas, voilà, au minimum, la vitamine D, je recommande de la prendre, elle ne peut pas faire de mal. L'ivermectine, c'est un autre médicament, là c'est un médicament un peu plus sérieux, ce n'est pas des vitamines. Celui-là, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il faut le prendre. Donc ça, c'est une première chose. Sur les traitements à l'hôpital, malheureusement, on n'a pas de grandes nouveautés depuis la dernière nouveauté, qui est une nouveauté du mois de juin. Donc, on n'a pas fait de progrès sur les soins. Et c'était un médicament qu'on appelle des corticoïdes, qui est la dexaméthasone qu'on donnait, mais il n'y a rien de neuf depuis. La grande nouveauté, c'est le vaccin. On connaît mieux aussi le coronavirus maintenant en termes de mode de transmission. Par exemple, une des nouveautés qu'on sait depuis quelques mois, c'est que si vous portez un masque, même de travers, de mauvaise qualité, et que vous attrapez quand même le coronavirus parce que votre masque n'est pas parfait, le fait d'avoir porté le masque fait que vous avez presque 100 fois moins de risque de faire une forme très grave par rapport à quelqu'un par rapport à vous si vous n'aviez pas porté le masque. Et donc, on sait maintenant que, outre le fait que ça empêche de contaminer les autres, si même pas de chance pour vous avec le masque, vous avez quand même été contaminé, vous ferez une forme moins sévère. Donc, on est en train de confirmer vraiment que le masque, où au début on a dit que ça ne servait à rien, ben, c'est doublement utile, puisque ça vous évite aussi des formes graves. Donc ça, c'est vraiment la plus grande nouveauté des 6 derniers mois, je dirais, c'est sur l'utilité du masque. Ça, c'est un peu la nouveauté. En dehors de ça, malheureusement, il y a les vaccins, hein, c'est quand même les grandes nouveautés, ça, mais on en a parlé assez, mais à part cette grande nouveauté-là, il n'y en a pas d'autres. Merci. Elfie, si tu veux bien. Les écoles maternelles et primaires vont-elles encore fermer? Alors, il y a 3 semaines, je vous aurais dit non, jamais ça n'arrivera.
Le problème, c'est ce satané variant anglais. On a vu les enfants, en fait, ils peuvent attraper le coronavirus. Je vous ai dit, les 2 miens l'ont attrapé. Et quand ils l'attrapent, ils peuvent le donner aux autres. Ce qu'on voit, c'est que les enfants donnent beaucoup moins le virus aux autres que les adultes. Pourquoi? Il y a plein, on a plein de raisons pour penser, mais ce qu'on voit, c'est qu'en gros, si tu es enfant et que tu as le même comportement quand tu es adulte, tu donnes 10 fois moins le virus quand tu es enfant que quand tu es adulte. Donc, vous donnez très peu le virus aux autres. Le variant anglais, comme il se donne très fort, même quand on le donne 10 fois moins fort quand on est enfant, mais comme il se donne très fort, il se donne quand même à beaucoup de gens. Et donc là, le variant anglais, on est quand même inquiet du fait que les enfants puissent le donner à leurs grands-parents. Alors qu'ici, on est beaucoup moins inquiet, même si ça arrive rarement qu'un enfant donne à son grand-père ou à sa grand-mère. Ça arrive de temps en temps. On a des patients ici que j'ai eu dans mon hôpital à qui c'est arrivé, mais c'est quand même pas beaucoup de malades. Tandis qu'avec le variant anglais, peut-être que ça arrive. Résultat, les pays dans lesquels il y a beaucoup de ce variant anglais, eh bien, certains ont fermé les écoles. Alors, on espère que ça ne se fera pas en Belgique. Et il y a toute une série d'autres étapes avant qu'on ne ferme les écoles. Donc, je pense vraiment qu'on ne fermera pas. Par contre, une chose qui pourrait arriver, c'est qu'on descende l'âge auquel il faut porter le masque. On demande à des enfants plus jeunes qu'aujourd'hui de devoir porter le masque. Ça, c'est possible que c'est quelque chose qui arrive dans les prochaines semaines. Je crois déjà que vendredi, le gouvernement doit réfléchir au fait qu'il met en place ça ou pas. Et l'âge limite, c'est 10 ans, apparemment, dont parle le gouvernement. Moi, j'ai une fille de 10 ans et un garçon de 9 ans. Mon garçon de 9 ans fait la fête et embête sa grande sœur depuis que le gouvernement a annoncé ça. Mais voilà, j'espère pour vous qu'on pourra continuer comme ça et que vous n'aurez pas à porter ce masque. Je sais que c'est difficile de le porter, je le porte tout le temps. Et j'ai fait un essai avec mes enfants pendant une journée puisqu'on était allé à Europa Park pendant les vacances de juillet-août. Et en Allemagne, vous êtes près de la frontière allemande, donc vous le savez aussi, en Allemagne, le port du masque est obligatoire à partir de 6 ans. Donc voilà, et là, c'est tout le temps en Allemagne. Ça. Donc je sais que les enfants ne raffolent pas de ce masque et je les comprends. C'est quand même pas une façon normale de vivre. Voilà. Ça va mes questions pour le moment? Vous comprenez les enfants ou c'est trop difficile à comprendre? Non, je ne crois pas. Comment ça va? Oui, ça va. Amy, si tu veux bien. Avez-vous remarqué quelque chose de positif durant ces longs mois de coronavirus? Oui, j'ai remarqué des choses de positives. De toute façon, moi, je suis d'un naturel positif. Hein. J'essaie toujours de regarder le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Hein. Mais je vois quand même, déjà, la première chose, c'est que dans nos vies de tous les jours, où on courait dans tous les sens, on ne réalisait plus, je pense que plus personne n'avait conscience du plaisir que c'était d'avoir des amis à la maison. Et parfois, on disait, oh, encore des amis ce week-end, ah non, j'en ai marre. On ne réalisait plus le plaisir d'aller bêtement au restaurant, ou d'aller prendre un verre après le travail, ou de voir ses amis, ou de faire un grand anniversaire à 20 à la maison. Vous savez, quand moi je faisais fête d'anniversaire de mes enfants et que j'avais 20 enfants à la maison, j'étais un peu inquiet le matin de ce qui allait arriver. Mais maintenant, je me réjouis que ça arrive d'avoir une fête d'anniversaire avec 20 copains à la maison. Donc, je crois que j'ai repris goût, et beaucoup de Belges comme moi ont repris goût à des choses simples et qu'on n'est plus à regarder, à désirer ce qu'on voit dans les pubs de télévision, mais on a simplement envie de prendre du plaisir avec ce qu'on vit tous les jours. Dans cet ordre-là, ben, je vous ai dit, moi, pendant les vacances, j'ai pris beaucoup de temps pour être avec mes enfants, avec ma famille. Je pense qu'on est beaucoup de parents à s'être recentrés pendant les périodes de confinement où on a été enfermés, à être plus proche de nos enfants et à prendre plus de temps à parler avec vous. Alors, voilà, il y a beaucoup de familles où je vois bien qu'on a beaucoup plus de plaisir à avoir une relation avec ses enfants et aussi avec ses animaux de compagnie. Alors, vous avez peut-être vu, mais à l'SPA, il n'y a presque plus aucun animal. Tout le monde a gardé ses animaux parce que de nouveau, on a de nouveau un plaisir à être plus en famille. Alors, j'espère que quand on va reprendre tous nos vies de dingue et qu'on va vouloir tous faire la fête quand ce sera fini, on va quand même se rappeler que la vie de famille, c'est agréable. Mais ça, c'est quand même quelque chose de positif. Et alors, j'ai beaucoup de gens dans mon hôpital et dans mes amis
qui ont décidé, depuis la fin du premier confinement, de réduire leur temps au travail. Donc, ils ont passé moins d'heures au travail et plus d'heures en famille, de nouveau, pour ça. Et si ça leur satisfait, ils me disent qu'ils vivent une vie plus heureuse maintenant. Donc, si ça permet d'aller vers une reprise de conscience, que tout le monde ait fait un arrêt dans sa vie et refait le point dans sa vie, forcé à se dire finalement qu'est-ce que moi j'aime bien et ne pas faire dans ma vie, et ne plus avoir été pris par ce qu'on fait tous les jours, courir, aller là, aller à la gym, faire ceci, faire cela, hein, aller au solfège, revenir à l'école, etc. Et d'avoir pu prendre le temps de dire finalement moi ça c'est plus important que ça dans ma vie et je vais aller plutôt vers ça. Ça pourrait être quelque chose de positif. Maintenant on verra si on tiendra tous dans nos grandes promesses ou si rapidement on reprendra une vie comme avant. Mais en tout cas, moi, à titre personnel, et mon épouse m'a dit qu'elle a vu la différence, donc c'est bien, je suis content, et mes enfants aussi. J'ai décidé de passer, de reconsacrer plus de temps à ma famille, entre autres d'arrêter de regarder mon téléphone quand je suis à la maison avec eux. Voilà, une toute dernière question de la part des enfants. Fanny, si tu veux bien la poser. À notre âge, que pouvons-nous faire de plus pour améliorer la situation sanitaire? Vous savez, quand mes enfants me disent que j'ai pas mis, que j'ai oublié de mettre du gel alcoolique ou que je porte mon masque comme un imbécile, hein, eh bien, ça me fait beaucoup plus d'impact que si c'est un adulte qui me fait la remarque. J'ai remarqué ça. Hein, donc, je pense que simplement faire comprendre, maintenant que je vous ai un peu expliqué toute une série de choses, faire comprendre aux gens autour de vous et montrer un exemple. Vous continuez à vous laver les mains, par exemple, à l'école. Hein, ça, c'est déjà, rien que ça, c'est déjà très grand. C'est déjà un acte très, très grand que vous pouvez faire. Voilà, c'est d'être attentif à tous les autres et d'être, le temps que vos grands-parents aussi soient vaccinés, de faire attention à eux et d'être prudent lorsque vous les voyez pour éviter de les contaminer s'ils n'ont pas déjà été contaminés. Donc voilà, c'est des choses simples. Il n'y a pas besoin de faire... En fait, pour gérer cette épidémie, il n'y a pas besoin de faire des choses surhumaines. Si tout le monde fait un petit peu, il y a moyen d'y arriver. Mais la difficulté pour le moment, c'est que certains doivent faire beaucoup parce que certains font rien du tout. Ça, c'est la vie ensemble. Vous allez voir, il n'y a pas que dans les épidémies que certains doivent faire beaucoup parce que d'autres font rien du tout. Mais ici, si chacun fait un peu un geste vers l'autre et un peu attentif à l'autre, je pense qu'on peut tout à fait s'en sortir. Et voilà, et sans vous empêcher d'avoir une vie épanouie avec vos copains et de vous parler, parce que une chose qu'on a au début de l'épidémie un peu laissé de côté et qu'on ne doit plus, c'est votre bien-être de vous les enfants. Vous devez, ce virus, il ne doit pas vous empêcher. Déjà, nous, il ne devrait pas nous empêcher de nous limiter dans notre plaisir de vivre, mais le pire, ce serait que ça touche votre joie de vivre. Vous devez continuer à aimer cette vie et donc ne pas trop vous préoccuper de ce qu'il faut faire et pas faire. Voilà, essayez de vivre pleinement votre vie d'enfant, soyez juste un peu prudent, mais une chose qui est bien, je ne devrais pas le dire, mais dans mon école, dans l'école de mes enfants, il y avait pas de savon aux toilettes. Quand on avait été à la toilette, on ne savait pas se laver les mains après, et depuis le corona, il y a du savon. Ça, franchement, c'est dommage qu'il ait fallu le corona pour avoir du savon dans les toilettes. Hein, mais ça, si vous pouviez, dans vos écoles et au conseil communal, vous assurer qu'après le corona, il y a encore du savon dans les toilettes, ça, ce serait vraiment votre grande mission de conseiller communal des enfants. Merci à tous. Voilà, merci qui étaient très, très, très excellentes. Hein. C'est des questions comme les journalistes adultes me posent à la télévision. Hein. Donc, vous avez bien choisi vos questions, les enfants. Je cède la parole maintenant à Madame la bourgmestre qui est en visioconférence avec nous, ainsi que d'autres membres du collège communal. Je te cède la parole, Marie. Merci. Bonjour, Monsieur De Vos, et un tout grand merci évidemment pour le temps que vous consacrez aux enfants de nos écoles. C'est vraiment super gentil. Quelle belle pédagogie d'ailleurs, c'était très clair votre discours.
plein d'humanité, plein de réalisme, et donc chapeau. Moi, j'avais quand même des questions aussi, puisque je suis aussi curieuse et qu'on est finalement, pour une fois, j'ai l'occasion de parler avec vous, donc c'est chouette. Est-ce qu'on a conscience en tant que médecin, quand on se lance dans la profession, qu'un jour, on peut être confronté à une épidémie de cette ampleur? Et encore, c'est une petite épidémie par rapport à ce qu'on pourrait avoir comme maladie. On sait que si c'était Ebola ou autre, ce serait peut-être bien pire. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième, vous savez, en tant que bourgmestre, on va quand même devoir essayer d'inciter notre population à se faire vacciner et on sait que ça pose des questions. J'étais assez confiante et puis hier, une très proche infirmière qui travaille en réanimation, enfin dans le même service que vous, mais dans un hôpital proche de chez vous, émettait beaucoup de doutes à cause de l'ARN justement, que certains médecins estiment que c'est un sujet tabou, mais que finalement... Voilà, qu'est-ce que vous avez déjà répondu en partie à ça, mais comment moi, en tant que bourgmestre, effectivement, on ne sait rien assurer, on ne sait pas. Mais voilà, quel est votre sentiment dans le monde médical par rapport à ce vaccin et comment finalement pousser les gens à quand même essayer d'y adhérer un maximum? Voilà, je trouve qu'une des réponses, c'est quand même les enfants ne devront pas être vaccinés tout de suite, tant mieux, ça évite déjà le débat. Et voilà, en gros, sinon vous aviez répondu à mes questions, sauf que j'espère que vous serez immunisés avant le 31 février parce que le 31 février, c'est compliqué. Ah oui, non, c'est juste. Ça n'existe pas. Ça doit être un effet secondaire du vaccin. Vous voyez, ça a déjà atteint mon cerveau. Première question, non. Moi, quand j'ai décidé tardivement de faire la médecine en réto, mais jamais à aucun moment je me suis dit, je vais faire la médecine pour gérer une pandémie. Moi, je pensais que les seules pandémies qu'on allait avoir, c'est en Afrique. Donc, voilà, j'ai jamais imaginé ça. C'est qu'après, dans mon cours de soins intensifs, justement, là, par contre, on a un cours de gestion de pandémie en soins intensifs, mais il n'y a que nous et la médecine d'urgence qui avons ce cours-là. Et là, on nous a dit que c'était quasi garanti sur une carrière médicale d'en avoir une. Donc, voilà, là, ça m'a un peu déchanté. Surtout qu'on donnait comme exemple la grippe espagnole, et la grippe espagnole de 1918, elle tuait de manière équitable tous les âges, c'est-à-dire que 30% des médecins de l'époque sont morts pendant la période de grippe. Donc, c'est pas le même genre d'épidémie, on va dire. Donc, moi, c'est celle-là dont j'avais la trouille. Bon, c'est pas celle-ci. Mais bon, c'est quand même pas très gai à vivre parce que, comme j'ai dit, il y a tout ce qu'il y a comme émotionnel dans le travail. Et puis, on a l'impression que la Belgique entière s'arrête pour vous laisser travailler et vous regarde travailler. Et je ne sais pas si vous avez déjà eu quelqu'un qui vous regarde travailler toute une journée. Imaginez avoir des caméras tous les jours dans votre service. Je n'avais pas prévu ça, moi. Hein. Je n'étais pas un homme médiatique jusqu'à quelques mois. Donc c'est un peu parfait. Voilà, je ne le souhaitais pas et je ne l'avais pas envisagé. Mais c'est là, il faut le faire. Le vaccin, quand les gens parlent qu'ils ne veulent pas se vacciner, en réalité, ils sont encore dans la fausse croyance qu'ils n'attraperont pas le virus non plus. Et donc, ils ne font pas la balance du bénéfice-risque entre être tombé malade ou être vacciné. Or, comme je le dis, et en discutant, je le dis parce que j'ai discuté avec beaucoup d'infectiologues autour de moi, dont Yves Van Natem et les autres, on est tous convaincus que ce sera l'un ou l'autre, qu'il n'y aura pas de troisième voie. Et donc là, quand je dis aux gens, bon, tu veux prendre le risque de l'attraper ou pas, enfin de faire la maladie ou pas, parce que si je dis que tu es garanti de l'attraper, là déjà le discours change. Après le vaccin ARN, vraiment, moi, avant de me le faire injecter, enfin, je ne suis pas fou, donc je suis quand même allé longuement lire, j'ai eu des discussions. Le seul avantage d'être médiatique, c'est que du coup, j'ai les adresses mail et les téléphones de tous ces gens qu'on voit à la télé. Donc, j'ai téléphoné à Michel Goldman, l'immunologue, enfin, tous les grands professeurs, je les ai eus au téléphone en disant, ouais, mais en fait, bien sûr, j'ai fait comme les gens, j'ai lu sur Facebook, ça. Et puis, ils m'ont dit, bah non, va voir tel article scientifique que j'ai été lire. L'avantage, c'est que je sais comprendre les articles scientifiques. Et pour me faire ma propre idée, c'est que vraiment, je risque beaucoup plus en avalant 3 quicks qu'en me faisant injecter de l'ARN. Hein. Mais
donc vraiment, j'ai pas peur. Maintenant, voilà, ces peurs sont irrationnelles. Donc, moi, quand j'ai une infirmière qui me dit, moi, ce ne sera pas le vaccin ARN, ben, j'ai dit, il y a tous les autres. Hein, donc, dans un mois, on a un vaccin atténué qui est comme tous les autres vaccins. Ben, ma foi, si elle ne veut pas l'ARN, qu'elle prenne l'atténué. Moi, tant qu'elle se fait vacciner, c'est ça qui m'intéresse, parce que les gens commencent à comprendre aussi, est-ce que tu préfères être vacciné et aller manger des boulets frites au restaurant en juin, ou est-ce que tu préfères pas être vacciné et aller manger des boulets frites en 2024? Alors ça aussi, ça calme. Donc voilà, mais je sais bien que normalement, ce n'est pas des arguments politiquement corrects, donc ni vous ni moi, on peut les employer en public, mais voilà, en privé, en tout cas, je les emploie. Mais parce que c'est la réalité des choses. Voilà. Et alors, les vacances, hein. Moi, toutes les filles, j'avais des filles au bloc qui ne voulaient pas se faire vacciner. Je lui savais, à mon avis, pour aller au Mexique, au Guadeloupe, au bidule, il faudra le vaccin. Ah, bah alors, je me fais vacciner. Hein, donc, voilà, toutes. Hein. J'avais un petit groupe devant moi de 10 sentis. Quand j'ai parlé qu'elles n'auront des vacances que à la panne, elles m'ont dit toutes qu'elles se faisaient vacciner, quoi. Et elles ne m'ont même pas demandé quel vaccin. Donc, voilà, je crois que ça va se faire naturellement. On sait qu'il va y avoir des hauts et des bas. Hein. Il va y avoir des moments où tout le monde va vouloir se faire vacciner. Et puis, il y a une personne qui va mourir de vieillesse à 109 ans. Et on va dire que c'est parce qu'elle a eu le vaccin la veille. Hein, pas parce qu'elle a 109 ans. Et là, plus personne ne va vouloir se faire vacciner. Et puis, ça va remonter, ça va rebaisser. Quand le virus va diminuer, les gens vont plus vouloir se faire vacciner. Quand le virus va remonter, tout le monde va vouloir se faire vacciner. Ça va suivre les fils épidémiques. Ça, les vaccinologues aussi me l'ont dit, c'est que chaque fois qu'on allait reparler d'une montée des vagues, on allait avoir une montée de gens qui vont venir se faire vacciner chez le généraliste. Donc voilà, je ne me bats plus maintenant pour convaincre les gens. J'essaye de faire basculer la majorité, puis à un moment donné, quand on est dans un groupe minoritaire, on se rend bien compte que s'il n'y a que nous qui pensons comme ça, c'est peut-être qu'en fait, on ne pense pas de la bonne façon. Mais je leur dis, tu ne veux pas l'ARN, il y en a plein d'autres qui vont arriver. Tu auras l'embarras du choix d'ici le mois de juin, et c'est ça qui est bien dans ces vaccins-ci, c'est que franchement, on a quand même fait des prouesses, mais on est étonné qu'on ait réussi à faire ce qu'on faisait en 4 ans, en 1 an avec le vaccin, mais quand on voit les GSM, enfin toute une série d'autres choses, c'est tout le temps comme ça maintenant, dans notre vie. Hein, voiture électrique, quand on voit l'autonomie d'une voiture électrique aujourd'hui, voilà, ça c'est l'évolution de la technologie, c'est tant mieux. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, merci beaucoup, docteur. Est-ce que les enfants ont encore une question ou l'autre à poser? Non. Oui, approche-toi du micro alors. D'après vous, y aura-t-il une 3e vague? Je croise les doigts pour qu'il n'y en ait pas, parce que voilà, personne n'en vit. Mais aujourd'hui, c'est ça. C'est comme jeter une pièce en l'air et faire pile ou face. Hein. Quand on voit les chiffres ici, on a toutes les raisons de penser qu'il n'y en aura pas, parce que tout se calme en Belgique. Mais avec tout ce qui arrive dans les pays autour de nous, eh bien, on pourrait se faire contaminer par des pays autour de nous et avoir une nouvelle montée. Et donc, on pourrait avoir une 3e vague. Je disais fin mai pour la vaccination des personnes à risque. Donc, pour moi, jusque fin mai, il y a un risque que ça remonte. Aujourd'hui, tout le monde respecte les mesures, enfin, la majorité des gens respectent bien les mesures. Est-ce qu'ils vont tenir moralement jusque fin mai pour adhérer aux mesures? Ça aussi, c'est la question à 100 points. En plus, il y a plein de choses qui peuvent arriver du jour au lendemain. Aujourd'hui, par exemple, un juge dans la plus haute endroit de jugement du pays, qui s'appelle la Cour constitutionnelle, vient de rendre le port obligatoire du masque illégal, anticonstitutionnel. Et donc, rien que ça peut modifier complètement l'évolution de l'épidémie. Donc, c'est très difficile de pouvoir dire les choses. Si j'avais une copine voyante, c'est à elle que je poserais la question. Voilà, merci. Camille, tu as encore une dernière question, s'il te plaît. Avez-vous beaucoup d'enfants en soins intensifs? Aucun. Donc, c'est ça que je vous disais, ça ne contamine pas les enfants sont malades, mais extrêmement peu sont très malades. C'est un enfant sur 1 million qui doit aller aux soins intensifs. Donc, ça veut dire qu'en Belgique, il y a 3 enfants qui pourraient aller aux soins intensifs si
tous les enfants de Belgique tombaient malades. Donc, c'est vraiment très faible comme risque. Donc, il y en aura, parce que s'il y a un enfant sur la Belgique entière qui va aux soins intensifs, il y aura toutes les caméras de la télévision autour du lit de l'enfant. Mais sincèrement, vous avez plus de risques d'aller aux soins intensifs parce que vous avez touché en jouant au foot, que vous êtes tapé avec votre tête le piquet du goal de foot, que de risque d'aller aux soins intensifs à cause du coronavirus. Et donc, pour le moment, nous n'en avons pas, en tout cas. Et sur Liège, aucun hôpital n'en a eu d'enfants sérieusement malades depuis le début de l'épidémie. Voilà, merci beaucoup. Boris, tu as encore une question? Croyez-vous que dans plus ou moins combien de temps est-ce qu'on reprendra une vie courante? J'ai deux hypothèses. Donc, soit c'est à la sortie de la vaccination des personnes à risque, donc c'est au mois de juin. C'est ce que j'ai dit plusieurs fois à la télé, c'est que moi, je comptais faire la fête dans mon jardin avec mes copains au mois de juin. Je compte toujours. Mais voilà. Ça, c'est si ça marche avec uniquement la population à risque. Si ça ne marche pas avec la population à risque, là, ça va être beaucoup plus compliqué et beaucoup plus long. Donc, une vie normale, c'est-à-dire sans distanciation sociale, en se refaisant des bisous à tout le monde, en allant aux Francopholies de Spa avec 3000 personnes et en ne portant jamais le masque à aucun endroit pour les adultes, ça pourrait mettre alors plusieurs années si le coup du mois de juin ne marche pas. Donc, voilà, maintenant, une vie avec tous les restaurants fermés, etc., ça ne sera pas pour plusieurs années. Donc, tout dépend de ce que tu appelles une vie normale. Une vie totalement normale comme en 2019, ça pourrait mettre beaucoup, beaucoup de temps. Mais j'espère, je redis, je recroise les doigts, ça pourrait être aussi au mois de juin. Et on verra, c'est Israël qui va nous donner la réponse, comme je disais. Toutes les semaines, je regarde ce qui se passe en Israël. Donc, je cède maintenant la parole à M. Lorc, le président du CPAS et l'échevin des finances. Oui, bonjour, docteur De Vos, et grand merci de votre présence. Deux petites questions techniques. La première, vous avez signalé que les personnes diabétiques étaient plus sujettes à des comment dirais-je, des situations graves, c'est ça. Y a-t-il une différence entre le diabète de type 1 et le diabète de type 2? Et deuxièmement, concernant les 3% de personnes qui peuvent attraper une deuxième fois le coronavirus, est-ce qu'on a constaté qu'elles étaient plus sévèrement malades ou moins sévèrement malades ou de manière équivalente? Est-ce qu'il y a une différence entre la première et la deuxième fois? Alors, les diabétiques, il y a un papier cette semaine, donc ça c'est la grande nouveauté de la semaine, qui dit que les diabétiques qui sont sous metformine, donc sous glucophage, ont moins de risques que les autres. Donc, le glucophage protège les diabétiques. Les non-diabétiques ne doivent pas en prendre, mais voilà. Donc, du coup, les types 1 qui sont sous insuline exclusivement sont plus à risque. Voilà, c'est mathématique. Donc, ça, c'est pour les diabétiques. Alors, les 3%, oui. Globalement, dans ceux qui sont retombés malades une deuxième fois, il y en a beaucoup moins qui font des formes sévères. Donc, on fait une deuxième maladie moins forte au global. Mais il y a quand même un ou deux qui ont réussi à faire une forme plus sévère. Mais je crois qu'il y en a 2 dans le monde qui ont fait des formes plus sévères. Tous les autres, ils ont fait une forme moins forte. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. Hein. Comme je dis, quand mes patients sortent de soins intensifs, au plaisir de ne plus vous revoir. Voilà, mais donc du coup c'est pour ça que naturellement, même sans vaccin, cette maladie allait s'arranger parce qu'on allait faire chaque fois des formes de moins en moins fortes et donc à la fin ça allait devenir un rhume. C'est ce qui va arriver en fait. Voilà, merci beaucoup docteur pour vos interventions, vos explications. Je crois que les enfants ont appris beaucoup de choses, nous-mêmes aussi. Voilà. Et je demanderai aux enfants de vous applaudir très chaleureusement pour votre intervention. J'associe aux remerciements aussi tous les membres du collège communal qui sont soit présents ici dans la salle, soit par visioconférence. Je vais demander aux enfants maintenant de bien vouloir venir se mettre ici. On va faire une photo avec le docteur en
arrière-plan sur l'écran. Comme ça, nous aurons un bon souvenir pour le petit journal que nous faisons chaque année. Voilà, venez. En espérant que l'année prochaine, vous aurez des sujets plus rigolos à traiter. Hein. Peut-être pas rigolo, mais c'est comme vous les avez dit, les origines de la catastrophe, quoi. Oui. Des sujets politiques. Oui. Il y a de quoi, hein. Surtout dans une commune rurale. Enfin. Tout à fait. Mais je pense que c'est bien que le monde scientifique ose aussi aller mettre le doigt sur un des problèmes fondamentaux. Mmh. Moi, ma maison est coincée entre deux fermes, alors. Vous êtes aussi non, pas de la région, vers Liège. De Bolland, donc. Ah oui, le plateau. Oui. Je souris pour la photo. C'est particulier. Faites souvent ce genre d'intervention. Donc encore une fois, grand merci docteur, et on vous enverra la photo. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. C'est la première fois au Conseil communal des enfants, mais j'avais déjà fait les news sur la 2 là. J'aime bien expliquer aux enfants, ça me plaît, parce que je trouve qu'ils parlent sans tabou et sans filtre, et c'est très agréable. Voilà. Ben merci, au revoir alors. Oui, au revoir tout le monde. Oui, au revoir. Au revoir. Au revoir.